quand tu dis le mot Québec à l'étranger, la plupart des gens ne savent pas c'est quoi. Quand ils le savent, ils te nomment Robert Lepage, Xavier Dolan, Céline Dion, Anne Dorval. Fred Pellerin. Ils te nomment pas Fred Pellerin. Ils te nomment pas un homme d'affaires québécois. Ils te nomment des ambassadeurs de la culture québécoise. Le Québec, il est connu à l'étranger par ses artistes. Hey, c'est pas compliqué, ça, à comprendre si t'es un gouvernement. Bonjour à tous, un petit mot pour remercier ceux qui nous appuient financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, que nous allons pouvoir continuer de vous offrir du contenu vraiment intéressant et même continuer de vous surprendre. Ceux qui nous suivent comme ça et qui voudraient en savoir plus, qui voudraient accéder aux épisodes également d'avance, sans publicité, il y a deux options qui s'offrent à vous. Vous pouvez descendre comme ça le curseur sur YouTube, vous allez voir l'option rejoindre, se joindre, vous allez voir que pour une somme modique, vous allez accéder aux épisodes 3 semaines d'avance, sans publicité, et également du contenu exclusif pendant 3 mois. Sinon, on est sur Patreon également, le lien est dans la description. Merci, à bientôt. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, j'organise une rencontre improbable. On est déjà rendu là, dans l'enregistrement au 20e épisode à peu près. Mais il n'y a pas toujours eu des rencontres improbables. C'était l'objectif que je m'étais donné, je vous le rappelle, vous qui êtes là depuis le début. Des rencontres improbables, c'est quoi? C'est une rencontre entre deux personnes qui, de réputation, auraient peut-être, semblerait-il, selon les rumeurs, rien à se dire. Rien à échanger. On ne les verrait pas dans les soirées, qu'elles soient mondaines ou plutôt dans des chalets. Alors, Serge Denoncourt, bonjour. Metteur en scène, homme de la classe artistique, qui voyage. Moi, je suis, tu me demandais ce que je faisais dans la vie avant, chroniqueur à la radio, Cube Radio. J'ai même froncé les sourcils en le disant. C'est ça que je veux le faire pour toi. C'est ça. Froncer les sourcils. J'ai voulu le faire à ta place. Mais je veux casser ça, justement, parce que ça fait 15 minutes qu'on est assis, puis il a fallu qu'on s'arrête de parler pour commencer à travailler. On a des choses à se dire. L'exubérance. T'es un gars exubérant, toi. Ouais. Si je fais la liste des gens les plus exubérants au Québec, est-ce que je te mets dessus? Ça te ferait-tu plaisir si je te mettais dessus, mettons? Mais je sais pas parce que moi, je me vois pas comme exubérant parce que moi, je suis exactement pareil avec toi que dans un bar avec des amis, que dans la maison chez moi, qu'à la télévision. Il n'y a pas de volonté d'être exubérant. Je pense que je suis juste... Phrase de merde, là, mais fidèle à moi-même. Mais l'exubérance, dans mon esprit, c'est pas la volonté de l'être, c'est juste le résultat. Là. Oui, mais je pense qu'on le sait pas. Les gens qui sont exubérants, je suis pas sûr qu'on s'en rend compte, qu'on prend de la place, puis je suis pas sûr. Mais toi, ça fait des dizaines d'années que tu es dans le paysage artistique québécois. Tu es un petit gars de Shawinigan. Oui. D'ailleurs, c'est très étonnant parce qu'on pourrait penser que tu es né au coin de Mont-Royal et Chambord. On pourrait le penser. Pourtant, tu viens d'un milieu très ouvrier. Très ouvrier, Shawinigan, mais je me considère pour vrai comme un vrai Montréalais. On s'est rapproché de Montréal lentement pendant mon enfance jusqu'à mon adolescence et j'ai vraiment pris Montréal à bras-le-corps. Et non pas que j'ai renié Shawinigan, mais c'est sûr que j'aurais été malheureux dans une petite ville. Mon désir était le plus tôt possible d'arriver dans la grande ville pour qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Puis, donc, depuis des dizaines d'années, tu montes des pièces, tu as joué... tu as toujours été quelqu'un d'exubérant. Je reviens à l'exubérance. Là, par contre, depuis quelques années, c'est une opinion très personnelle, tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'on est un peu plus coincé, qu'on se surveille un peu plus, peut-être pour les bonnes raisons. Je me demandais comment un exubérant, moi je le dis, t'en es un, comment il fait pour se débrouiller dans un monde comme ça? Il travaille très, très fort pour se tourner la langue dans la bouche 7 fois avant de dire ce qui lui vient spontanément. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce que moi, j'ai fait beaucoup de déclarations dans porte-pièce que j'ai... Tu as regretté? Pas que j'ai regretté, mais qui m'ont causé des problèmes. En même temps, je refuse de me censurer. Donc, j'essaie de dire ce que je pense, peut-être le dire avec plus de nuances, le dire avec moins d'agressivité, mais je peux pas, à l'âge que j'ai, tout à coup, me mettre à penser autrement, à parler autrement. Je peux adapter ma pensée. Je peux m'assouplir,
mais je peux pas changer, puis je veux pas changer non plus. Mais certes, non, mais on peut changer. Toi, Oui. toi, tu veux pas le faire. C'est pas pareil. Ben, non, à 63 ans, Ah, ouais. tu changes pas tant que ça, tu t'améliores. Et moi, j'ai vu des gens complètement se transformer. Là. Des gens À mon âge. Des gens de ta génération, dans le milieu artistique, puis c'est même pas un reproche que je leur fais, je les ai vus se transformer, puis ça rapport soit au fait qu'il y a eu, bon, par exemple, MeToo, qu'on s'est Mais se transformer ou se taire? Ben, se transformer en des gens plus silencieux. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est ça qu'on dit. Toi, par exemple, tu sais... Parce que moi, ça serait facile là, de juste disparaître des écrans, puis de pas changer du tout, puis de... Mais je suis à l'écran, je suis dans les médias. Il faut qu'il y ait des gens de mon âge aussi qui disent ce qu'ils pensent des changements dans la société, mais il faut aussi les entendre, ces changements-là. La volonté de d'autres générations de changer les choses. On peut être pour, contre, d'accord avec eux, mais de toute façon, il faut les entendre. Toi, est-ce que tu as l'impression que la culture, c'est pas, à sa manière, là où se décident les mœurs? Tu sais, je te donne un exemple. Moi, je suis de la génération Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, c'est à quoi, 25 ans comme émission? J'en ai 31. Quand j'avais 12 ans, Tout le monde en parle roulait déjà depuis un petit bout. Puis c'était exubérant, Tout le monde en parle. Il y avait de l'alcool sur le plateau. Il y avait des gens qui arrivaient pour repartir. Il y avait de la chicane. Il y avait des malaises. Je me rappelle d'une entrevue de Jean Leloup. Éric Lapointe se lève pour aller aux toilettes. Il revient. Jean Leloup dit « Qu'est-ce que tu as fait là? Tu parles dans mon dos. » C'était spécial. Puis aujourd'hui, Tout le monde en parle. C'est plus monastique, c'est plus ecclésiastique. On dirait qu'on entre à l'église. Mais je vais le dire d'une autre façon que ce que tu viens de dire. Moi, puis là, moi, je suis pas nostalgique. Je suis pas un gars nostalgique du tout. Tout est plus plate. Tout est plus plate parce qu'on n'a plus le droit de se chicaner, on n'a plus le droit d'être pas d'accord, on n'a plus le droit de faire une blague. Alors, je te parle pas d'une blague raciste, d'une blague homophobe, d'une blague qui dérange, une blague qui fait parler. Moi, justement, tu parlais, tout le monde en parle. Quand Jean-Sébastien Girard a mis une napkin sur son verre, quand Kevin... Moi, je trouve ça vraiment très drôle. Mais moi aussi. Parce que c'est pas agressif, il prend pas toute la place. Il fait juste un petit geste qui est vraiment drôle. Qu'on en parle pendant 2 jours, j'en reviens pas de ça, moi. Donc, ça fait que les gens comme Jean-Sébastien, comme moi, on fait « je le fais dessus ou je le fais pas ». Je le fais dessus, avant on le faisait. Mais oui. On le faisait. Je te dirais que j'ai peut-être une petite place dans les médias présentement parce que il est resté quelque chose de ça chez moi qui plaît à Jean-Philippe Vauthier, qui plaît à Sophie Durocher, qui plaît à Stéphane Bureau, qui disent, ben au moins, avec Serge, il va dire ce qu'il pense. Ce qui fait que je suis invité. Mais je plains des gens que je connais, que je n'aimerais pas, des amis qui disent, moi, je ne sais plus comment répondre à la télé, je ne sais plus comment répondre. Et là, c'est là qu'il faut faire un exercice d'intelligence. Là, on va peut-être trop vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, on parle de quelque chose, mais il y a une origine qu'on a refusé de nommer ou alors qu'on n'a pas été capable d'identifier. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu des siècles, pour ne pas dire des millénaires, de blagues et de comportements machistes, homophobes, racistes, et le balancier devait nous revenir dans la face à un moment donné. Et là, on fait semblant qu'on est étonné que le balancier nous revienne d'en face. Puis ça fait 10 ans à peu près qu'il nous est revenu d'en face. Alors qu'on essaie de réparer 2000 ans de billets. Ça explique tout, ça? Ça explique beaucoup. Ça explique beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que moi, à l'âge que j'ai, justement, enfant, il y avait des blagues homophobes partout. Et j'acceptais ça parce que c'était accepté. Mais ça me dérangeait comme jeune gay. Alors, j'imagine ce que les femmes ont vécu. Alors, à un moment donné, quand ils décident que ça va changer, c'est une révolution. Est-ce que tout le monde le fait de la bonne façon? Moi, je trouve que c'est un peu une religion. C'est un peu sectaire. C'est un peu... Dogmatique. Dogmatique et moral. Ben oui, le retour de la morale dans la vie. Ça m'énerve. Par contre, que les gens racisés disent « Moi, je veux plus entendre ça. Je veux plus l'entendre, ça me blesse. » On peut toujours bien entendre ça puis dire « Ah, ben écoute, si ça te blesse, je vais arrêter de le dire. Tu sais, je vis aussi en France et en Italie, puis ils sont pas rendus du tout à la même place que nous. Vont-ils s'y rendre? Ils vont s'y rendre.
Ah ouais. L'Italie, je pense pas, mais la France, oui. Ah, les Italiens. Mais la France, là-dessus, sur ces mouvements-là, c'est tellement patriarcal qu'ils ont toujours un 10 ans de retard sur nous, mais ça va se rendre. Mais, justement, en étant québécois, des fois, je suis à Paris et j'entends une blague puis je fais « Hein? Tu viens de dire ça? Je peux même pas croire que tu viens de dire ça. Oh ouais, mais c'est une blague, quoi. Bon. » Mais ça me choque moi-même de l'entendre. Toi qui est quand même critique du niveau de balancier qu'on a obtenu en réponse. Mais tu viens de me donner l'exemple de la blague dont tout le monde a entendu parler, de Jean-Sébastien Girard, tout le monde en parle, qui met une napkin sur son verre parce que Kevin Parent est l'invité de la soirée et il y a eu cette histoire de grainage. Cette blague-là, qu'il s'est demandé lui-même avant s'il allait la faire ou pas, il n'a pas hésité à la faire pour des raisons de l'invité est racisé, l'invité est homosexuel, l'invité est une femme. Tu comprends-tu? Oui, non, mais attends. Tu m'as demandé qu'est-ce qui a changé et tout ce que je viens de dire. Et l'expression que tu m'as donnée ne m'a pas satisfait parce que je pense que c'est plus que ça. Non, mais il y a une grosse affaire que j'ai pas mis dans mon explication. Ce qui a changé, c'est les réseaux sociaux. C'est que il y a 30 ans, il aurait fait ça. Il y aurait eu 3 téléphones à Radio-Canada, puis on n'aurait jamais entendu parler, puis on aurait ri, puis bon. Fait que il l'aurait fait, puis il n'y aurait pas eu de conséquences. Là, automatiquement, tout de suite, les réseaux sociaux se déchaînent. Si tu es capable de le prendre, c'est pas un problème, mais si tu n'es pas capable, ce qui est arrivé avec Dany, ce qui est arrivé avec beaucoup de gens, c'est d'une violence. Mais c'est d'une violence incroyable, les réseaux sociaux. Et ça a tout changé. Avant de t'ouvrir la gueule, tu te dis, je vais-tu me retrouver avec un scandale de réseaux sociaux? Puis comme tout le monde est à la recherche de clics, tout le monde est à la recherche de likes, même les médias, les vrais médias reprennent l'histoire qui a été créée sur les réseaux sociaux. Fait que si tu veux passer une bonne semaine tranquille, tu y penses. Mais est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas une hypocrisie là-dedans parce que tu l'as dit toi-même? Tu dis, moi, j'ai encore une place dans les médias parce que ce côté-là, extravagant, ce côté-là, direct dans ta face, ce côté-là, regarde, je ne passerai pas par 4 détours, ni par 3 rivières, ni par 2 montagnes pour te dire la vérité. C'est encore en demande. C'est encore en demande. C'est pas pour rien, là. Tu l'as même dit à un moment donné. Dis-moi, mais quand je suis à la télé, je me rappelle plus du nom de l'émission, les codes d'écoute sont meilleurs. Tu sais, les gens, ils apprennent le matin que je vais être là ou la veille, puis ils se branchent à la télé. Donc, il y a une espèce de phénomène qui consiste à se coincer le cul dans les médias de plus en plus, et pourtant, les gens n'ont pas arrêté d'aimer ça. Mais je suis d'accord avec toi et pas tout à fait d'accord. Même moi, j'ai changé ma façon d'exprimer mes désaccords. J'ai mis de l'eau dans mon vin. Je fais des nuances. Je réfléchis avant de le dire. Ce qui ne m'empêche pas de le dire, mais je me dis, non, je le dirai pas comme ça. Je vais le dire plutôt comme ça. L'idée va passer quand même, mais je le dirai pas comme je l'aurais dit il y a 10 ans. Est-ce que c'est de la censure? Non, parce que l'idée, je la maintiens. La forme, je la change. Puis il y a un exercice qui est épuisant, mais c'est un exercice intellectuel et j'en suis là. Pourquoi ne pas le faire, cet exercice intellectuel-là, si on ne se censure pas? Moi, je pense pas que je me censure. Je pense que je réussis à dire tout ce que je veux dire avec un certain respect, mais en disant, voilà, c'est ma position. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, ben, ayons une discussion. Moi, je suis ouvert aux discussions, mais c'est ma position pour le moment. Tu peux me faire changer d'idée. Mais j'ai une espèce de principe, pas super intéressant, là, mais qui est dans le doute, ferme ta gueule. Ben, c'est sage. C'est sage, parce que tout le monde a une opinion sur tout aujourd'hui. Oui, exactement. Moi, quand je pense que, mais je suis pas sûr, ferme ta gueule. Si t'es pas sûr, puis si tu veux aller défendre ça, ben là, lis les journaux, va voir, informe-toi avant d'aller défendre un truc à la télé si t'es pas sûr. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que les artistes regardent de haut le peuple? Je réponds que c'est n'importe quoi, que c'est un vieux cliché. Les artistes, on le sait tous, qu'on a besoin du, entre guillemets, peuple pour exister. On n'existe que dans le regard du peuple. Puis je trouve pas que des Guylaine Tremblay, des Benoît Brière, des moi, des Marie-Mé, non, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. On passe notre vie à faire des entrevues, à signer des autographes. C'est pas vrai. Après ça, il y a une tranche d'artistes qui font partie des intellectuels de notre pays, qui ont un discours qui est plus intellectuel, qui ne rejoint pas nécessairement le peuple. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils chient sur le peuple? Non, pas du tout. C'est pas parce que tu lis
que tu chies sur le peuple, c'est parce que tu aimes lire. Non, ça, je trouve ça québécois. Je trouve ça, ça un truc qu'on aime bien dire ici, alors que tu n'entends pas ça en France. Non. Non, Il n'y a pas l'idée non, en France, la France ils périphérique. aiment leurs artistes. Ils aiment leurs artistes qui ont un discours, qui parlent bien, qui écrivent des livres. Ils sont fiers de ça. Mais ici, il y a toujours cette affaire-là là, que faut pas être trop riche, faut pas être trop beau, faut pas se refaire faire la face, faut pas s'habiller trop de façon trop ostentatoire, faut pas se la péter. C'est un des seuls star systems au monde ici où tu n'as pas le droit de te la péter. Il y a comme un niveau que tu peux pas franchir. Ouais. C'est tout ça. Ouais. Mais toi, tu viens de Shawinigan, on l'a dit tantôt. Shawinigan, moi, c'est une région que je connais bien. Ouais. Ma famille a un chalet dans la région depuis des années. C'est vraiment le Québec ouvrier. Là. Oui. Sur la rue principale, je pense qu'il y a 6-7 tavernes. Oui. Là. Puis il y a des piliers de bars qui passent la journée là. Puis ce monde-là, Ouais. quand on dit les artistes méprisent le peuple, on regarde de haut le peuple, on s'imagine que ce sont ces gens-là dans les tavernes qui se sentent peut-être méprisés par eux. Toi, tu as vu les deux côtés. Oui, mais se sentent méprisés, c'est pas la même chose qu'être méprisé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ces gens-là peuvent se sentir méprisés. Je pense pas qu'ils le soient. Par contre, c'est sûr qu'il n'y a pas... on les prend pas de haut. Mais par contre, la question, c'est que ces gars-là dans la taverne, est-ce qu'ils vont au théâtre? Peu d'entre eux. Donc, je ne m'adresse pas à eux. Donc, j'ai pas de dialogue avec eux. Je les méprise pas, mais on n'a pas de contact. On n'a pas de point de contact. Alors que la ménagère, elle va au théâtre. Les gens qui travaillent dans les hôpitaux, les avocats, les serveuses, ils vont au théâtre. Les femmes, en général, c'est ça, fait que, au Québec. Non, mais j'aime bien ce que tu dis parce qu'on aurait pu penser que tu étais en train de dire la personne qui va dans la taverne et tout ce qu'elle représente, eux, ils vont pas au théâtre. Mais non, la ménagère y va, l'infirmière y va, l'enseignante au secondaire y va. Mais puis là, c'est pas un mépris pour les gars de taverne. Je pense pas non plus. C'est que les gars de taverne, ils sont pas sûrs qu'ils ont leur place au théâtre. Ils sont pas sûrs qu'ils sont bienvenus. Et ils sont pas sûrs qu'ils vont passer une bonne soirée. Puis ils pensent qu'ils vont s'ennuyer. Puis il y a une chance sur deux qu'ils s'ennuient, comme tout le monde. Parce que quand c'est plate en tabarnouche, le théâtre. Fait qu'ils viennent pas. Et moi, j'ai Je suis content que tu dises ça. Excuse-moi de t'interrompre, mais je suis content que tu dises ça parce que moi, il y a des pièces, des fois, je vais, là, puis... Non, mais là, ça, alors... Je considère pas que je suis un plouc, là, puis j'ai envie tu d'en t'ennuies aller, au cinéma, tu peux toujours piquer un petit somme. Ouais. Le théâtre, et moi, je le dis, c'est mon métier. Quand c'est bon, il n'y a rien qui bat ça. Parce que tu viens d'assister à un moment live exceptionnel, puis toute la salle est gonflée à bloc, puis c'est extraordinaire. Mais quand c'est plate, le théâtre, c'est plus plate que tout. C'est plus plate que tout, parce que t'es comme kidnappé dans une salle avec des acteurs vivants. Donc, tu peux pas bâiller, tu te lèves, t'es déranges, et je le dis. Fait que c'est un risque à prendre. Tu peux passer une soirée très plate ou une soirée qui va être presque historique dans ta vie. Tu peux vivre un moment magique. Mais, c'est drôle, il y a un cliché que je déteste. Est-ce que les Québécois vont au théâtre? Est-ce qu'on est en train de perdre? On est un des peuples au monde qui va le plus au théâtre. Au prorata, là, on est un des peuples qui va le plus au théâtre, qui a une des plus grandes cultures théâtrales. Moi, je fais des shows populaires, mais des fois, je fais des shows plus pointus. La salle est pleine. Les gens pleurent. Fait qu'il faut arrêter aussi d'avoir cette vision-là de nous, de quand on est né pour un petit pain. Oui, les théâtres se vident, mais ils se remplissent aussi. C'est plus difficile. Mais grosso modo, les théâtres sont pleins. Oui, et puis c'est pas par curiosité que les gens reviennent. Non, des Non, fois, tu accompagnes quelqu'un, tu veux t'essayer, tu as rencontré quelqu'un, la personne a dit hey, moi, tu sais, si tu veux que ça marche, toi, puis moi, je vais au théâtre une fois par mois, accompagne-moi. Non, c'est pas juste ça. C'est pas juste des one-shot deals qu'on croise. Je te talonne un peu, ça te dérange pas? Vas-y. Sur la question du peuple, des artistes, des fois, la meilleure manière de savoir si effectivement tout le monde s'entend, c'est de regarder ce que les gens aiment. Est-ce que, par exemple, tu trouves que les artistes que tu côtoies, t'en es toi-même un, vous aimez les mêmes choses que le peuple? Non? Ben non. Parce que c'est notre métier, nous. Fait qu'on est des experts. Fait que quand on regarde une série, quand on regarde un film, on regarde le niveau de jeu des acteurs, on est des experts. Fait que ça n'a pas de bon sens qu'on aime la même chose que Madame Chose qui travaille au Dunkin' Donuts. Non pas qu'elle n'a pas de goût. Mais tu sais, moi, je peux pas réparer un lavabo qui fuit. J'ai pas cette compétence-là.
Fait que si je veux avoir un avis sur mon lavabo, je vais le demander à un plombier. Si le plombier, il veut un avis sur y a-t-il une bonne pièce de théâtre qui joue, mais je pense qu'il peut me le demander à moi. Mais ça, c'est une affaire qui m'énerve sur l'art parce que tout le monde se prétend spécialiste. Ah oui, ça c'est... Tout le monde le sait. Que tel acteur est bon et pas bon, que telle pièce est bonne, que telle pièce est pas bonne. Hey, ça m'énerve, là. Puis quand moi, je fais, hey, non, elle est pas bonne, là. Elle est pas bonne, elle n'a jamais été bonne. Puis là, dans ma famille, ah, mais voyons, elle est super bonne. Non, tu peux me dire que tu l'aimes, mais astine-moi pas, c'est mon métier. Je suis un expert. Je suis pas meilleur que toi. Dans ça, je suis un expert. Ah oui? Dans l'autre affaire à côté, je suis pas un expert. C'est là où tu peux imposer des arguments d'autorité. Oui, mais aussi dire, avoir accès ou aimer des trucs plus pointus parce que c'est mon métier. Mais je ne demande pas à tout le monde d'aimer Bergman. Mais moi, comme directeur d'acteur, je pense que c'est le plus grand. Fait que je me tape Bergman à tout bout de champ. Mais il y a du monde qui dorme, qui trouve ça insupportable. Moi, c'est une passion. J'ai jamais demandé à mon père d'aimer Bergman. Par contre, il y a très longtemps, j'ai monté Vue du Pont, qui est une pièce qui s'adresse aux hommes, je trouve. Arthur Miller écrivait pour les hommes. Puis j'ai invité mon père, puis mes oncles, parce que ils ont pleuré comme des bébés. Puis ils ont passé une grande soirée parce que ça leur parlait, parce que ça racontait l'histoire d'un ouvrier qui va commettre l'irréparable. Il faut savoir aussi à qui on s'adresse, puis qui on invite, puis quelle pièce on va voir. Mais moi, je me suis toujours battu. Alors, je vais dire la phrase que j'aime le plus dans mon métier. Go. On peut tout faire accepter au public, même la beauté. Oh, c'est vrai que c'est beau, ça. Ouais. C'est vrai que c'est beau, ça. Parce que souvent, il y a un mépris pour le public en disant « Ouais, mais ça, c'est trop raffiné pour notre public. » Non. Ben non. Ben non. La ménagère de 50 ans, elle est sensible à la beauté, à l'émotion. Fais-le bien, fais-le avec respect, fais-le de façon lisible. Et moi, ça a été un peu mon credo toute ma carrière, de dire, est-ce que ma tante, Janine, elle comprend ce que je viens de mettre sur scène? Ça peut la déranger, ça peut... Est-ce qu'elle comprend? Si elle ne comprend pas, il y a un problème. Parce qu'on s'adresse aux gens. Mais d'ailleurs, je ne sais pas pour toi, là, mais toi qui montes des pièces, qui accumule les succès, qui fait une fois de temps en temps, sans peut-être en être conscient, la comptabilité de tes fiertés. Non, même pas? Non, je ne fais pas ça. Je te le dis, c'est inconscient. Non, mais regarde, mettons, qu'est-ce qui te rend plus fier? C'est justement... Ça. C'est ça. Parler à cette femme-là ou parler à la personne qui a un abonnement annuel au TNM. Non, mais je vais te le dire, c'est drôle que tu me demandes ça parce que c'est un truc que je dis régulièrement dans des soupers avec des amis. Hein. Moi, ma grande fierté, c'est d'avoir été accepté par les intellectuels de l'art, de mon métier, qui respectent mon opinion, ma parole, qui aiment mes shows, et d'être aimé d'une couche de la société plus ouvrière, qui se reconnaît aussi dans mes spectacles, d'avoir réussi à faire rencontrer ces deux mondes-là, c'est pas mal l'affaire dont je suis le plus fier. C'est quoi les tabous en 2025 dans la création? Alors, c'est compliqué parce que les directions artistiques, les gens autour, les conseils d'administration vont lever des drapeaux fréquemment quand tu es en train de monter un spectacle. La diversité sur scène, on ne peut pas parler de ça, on ne peut pas mettre ça, on ne peut pas faire ça. Bon. Là, ça dépend de ta notoriété comme metteur en scène, ça dépend de ton caractère. Il faut refuser tout ça. Il faut refuser puis dire, faites-moi confiance comme artiste. Je sais ce que je suis en train de faire, je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi c'est ce message-là que je veux passer. Je vais le faire passer avec élégance, avec intelligence, avec raffinement, pas de façon grossière. Ça vous regarde pas. Les conseils d'administration, ça vous regarde pas. Ce que moi, j'ai envie de dire. À partir du moment où vous m'engagez, vous donnez la parole à un artiste, qui est moi, bien, vous me donnez la parole. Votre privilège, c'est de ne pas me réengager. Mais vous n'avez pas le privilège de me censurer pendant que je suis en création. Mais c'est vraiment rafraîchissant que tu dis ça, parce que, écoute, j'en connais des artistes, puis publiquement, ils n'ont pas vraiment l'habitude de le dire, de le révéler. Tu as parlé de notoriété. Il faut atteindre, par contre, ce stade-là, peut-être, pour imposer... Oui et non, Rémi, parce que moi, jeune artiste, j'étais comme ça. J'étais prêt à perdre... Mais ça n'existait pas, par contre. C'est ça, tu as raison. Mais j'étais tellement pas connu, j'étais prêt à perdre une job pour mes idées.
J'ai pas fait de concession en début de carrière. Je me disais, si j'en fais là, à 60 ans, j'aurais pu envie de faire ce métier-là. Mais moi, je pense que comme artiste, on ne peut pas se permettre d'accepter la censure, quelle qu'elle soit. Mais tu sais que Quelle qu'elle soit. moi, je réfléchis souvent à ça, puis historiquement, là, en tout cas, au moins au Québec, les artistes étaient des gens de gauche, encore aujourd'hui. Encore Hein, aujourd'hui, oui, oui. c'est ça, tout à fait. Et pourtant, le processus que tu décris là, tu sais, des conditions à la création, des thématiques imposées ou en tout cas fortement suggérées, ça, c'est le projet de la gauche. Là. C'est un projet de gauche, ça, là, de mettre Oui. des équité, diversité, inclusion. Oui. Est-ce que il faut pas conclure que la gauche est pas du côté de l'art? J'ai fait une affirmation il y a plusieurs années qui a beaucoup fâché. Je vais la refaire là. Le Parti québécois, historiquement, c'était le parti des artistes. On était tous derrière le Parti québécois, tout ça. C'est probablement ceux qui ont le moins aidé à la culture au Québec. À chaque fois que je dis ça, le Parti québécois est fâché, mais là, c'est pas Paul Saint-Pierre Plamondon, il n'était pas là. C'est pas une frange, une époque du Parti québécois. On était bien amis avec le Parti québécois, mais les projets de loi pour faire avancer les subventions, c'est pas venu de là. Étrangement, c'est venu des libéraux. Moi, je suis pas libéral, je suis pas de droite du tout. Et c'est pourtant pas ce parti historiquement de gauche qui a le plus aidé les artistes. Donc, moi, je pense que oui, les artistes, on est de gauche dans notre façon de voir et de lire la société. Politiquement, quand on parle de parti, je suis pas si sûr, moi. Non, mais c'était pas vraiment ça ma question. Moi, je veux savoir, en fait, si quand on est de gauche et qu'on met de l'avant une idéologie qui vise à contraindre, c'est ce que tu me décris, contraindre à la création. C'est-à-dire, est-ce que, soudainement, on n'a pas choisi l'idéologie plutôt que l'art? C'est vrai des deux côtés. C'est vrai pour la droite et c'est vrai pour la gauche. C'est moins lisible ici. Mais en France, là, t'as, on va dire, Éric Zemmour Oui. et t'as Jean-Luc Mélenchon. Les deux sont aussi détestables l'un que l'autre. L'intolérance des deux partis dans le sens des deux pensées, est intolérable. Mais c'est pas Zemmour qui appelle à contraindre, enfin, la création. C'est pas le projet de Zemmour. Non, c'est pas son projet. Mais c'est Zemmour qui dit que tout ce qui est de la nouvelle musique, toute la nouvelle littérature, que c'était mieux avant. C'est de droite, ça, de penser que tout était mieux avant. Et qui condamne tout ce qui est moderne. Exactement, puis qui n'a pas cette culture, puis qui veut pas l'avoir, puis qui nous parle de Napoléon, etc. Donc, c'est réactionnaire, c'est vieux. De l'autre côté, Mélenchon qui est gauche, mais qui est dans les codes de l'autoritarisme, ben ça n'a pas de bon sens non plus. Et c'est pour ça que tu vois de moins en moins d'artistes au rallye des gens politiques ici. Parce qu'on ne se reconnaît plus. On ne reconnaît pas notre pensée dans les partis politiques. Oui, tout à fait. Puis, quand on parle de tabou, il y en avait au Québec avant. Tu sais, parler, par exemple, de religion, contre la religion, puis, bon, je remonte un peu loin dans le temps, mais quand même, la sexualité, moi, ça me fascine. Je veux t'entendre là-dessus parce que la sexualité, je n'ai jamais eu l'impression de vivre à une époque où elle était aussi présente autour de moi. Tu sais, il y a évidemment la porno qui est à un clic. À ce moment, à Québec, on songe à légiférer, 14 ans, faut-il... Bon. Mais à l'écran, tout le monde raconte ses histoires de fesses. Tout le monde raconte le nombre de personnes avec qui vous avez couché, qu'est-ce qui s'est passé. Il fut un temps où c'était tabou, puis je dis pas qu'il faudrait revenir à ça. Mais tu parles de beaucoup d'affaires, là. Arrête-moi, là, quand je m'en vais trop loin. Qui couche avec qui? Sur les réseaux sociaux, de savoir qui se fait blanchir l'anus, puis qui... Ça ne m'intéresse pas, et c'est d'aucun intérêt. Alors là, je trouve qu'il y a une indécence. C'est ça. Impudeur. Une impudeur qui a pris beaucoup de place sur TikTok, que je comprends pas, qui m'intéresse pas. Par contre, que la sexualité soit discutée à la radio, dans les journaux, à la télévision, pas ta sexualité à toi, là, parce que ça, c'est l'autre affaire qui est fatigante, là, de dire ton vécu, on peut-tu élargir le propos? C'est formidable qu'on puisse parler de tout, partout. Sans tabou. Moi, je suis quand même assez jeune
pour avoir vécu que pour voir un pénis, il fallait que j'aille aux Zellers, me cacher là où il y avait des magazines, puis très, très vite ouvrir la page centrale du Playgirl, puis le remettre là, puis penser que tout le monde m'avait vu, puis pas dormir pendant deux jours. Ça, c'était ma vie. Là, les garçons de 14 ans sont à un clic d'une porno complètement débridée. C'est pas super non plus, mais les deux étaient pas super. Je comprends. Mais c'est ouais. ça, mais c'est parce que tantôt, tu parlais de balancier, puis tu sais, c'est quand même dommage qu'on soit pas capable des fois de savoir que quand quelque chose va tellement loin là, ça va revenir tellement va là. revenir. Ça prend des sages, ça prend des gens qui se mettent au milieu, qui ont l'air un peu d'être déconnectés parce que c'est un truc très campé. Oui. Donc, il y a deux personnes, deux clans qui disent on a raison, puis au milieu, il n'y a pas suffisamment de gens qui sont capables de jouer l'espèce de. Ouais, mais moi, je vais te dire, là, je suis loin d'être un sage, mais je vais quand même te dire une parole de sage. Vas-y donc. C'est qu'il n'y a personne qui peut faire ça. Il n'y a que le temps qui peut faire ça. Il faut aller dans un extrême wokisme pour que les choses se redéposent, puis qu'on fasse ça, c'était exagéré, ça, c'était pas nécessaire, ça, c'était essentiel, et on n'est pas rendu là du tout. Mais en même temps, On n'a pas fait le tour de la question du wokisme. C'est là, c'était vraiment pas prévu qu'on parle de Donald Trump, là, mais Ouais. tu regardes, par exemple, c'est ce qu'on pensait. Là. Moi, je me rappelle quand il a été élu, novembre 2024, il y a des gens qui me demandaient autour de moi, Rémi, est-ce que tu t'inquiètes? Je suis comme, tu sais quoi? C'est tellement allé loin de l'autre bord que moi, d'après moi, cet homme-là aura juste la responsabilité de faire en sorte que les choses se rythment. Et non, il a décidé d'aller de l'autre bord. En fait, ce que tu me décris comme, il n'y a pas personne, tu me dis, il faut aller extrêmement à gauche pour revenir au milieu. Ouais, mais là, on s'en va extrêmement de l'autre bord. Mais Donald Trump, en changeant le nom du navire Harvey Milk, en enlevant des droits aux gays, il provoque. Donc, il participe à ce mouvement-là parce qu'il choque les gens et les gens se rebellent. Donc, en pensant remettre les choses à leur place, il provoque énormément. Puis on le voit là, ces jours-ci, avec la Garde nationale. C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas de grande violence à Los Angeles et il est en train d'en provoquer. Donc, non, mais moi, je pense pas que ni un Donald Trump, ni un Orban, ni ont ce pouvoir-là. Ils ont le pouvoir de nous faire réagir. Mais comme on n'est pas allé au bout de ça, parce que je le sais, puis je lis Sophie Durocher, puis je le sais qu'elle écrit beaucoup sur « Pouvez-vous croire qu'une femme, ça n'existe plus? C'est maintenant quelqu'un qui est menstrué, etc., etc. » Ben oui, on est dans un extrême qui n'a aucun sens. Il faut s'asseoir. Là, je vais dire une affaire qui se dit plus, fumer une cigarette. Puis laisser cette affaire-là de personne qui a un utérus pour se rendre compte que ça n'a aucun sens. Mais il faut le nommer aussi, puis je pense que c'est ça. Non, mais elle peut en parler. Mais ce que je dis, c'est qu'en parlant, on règle rien parce que le temps n'a pas fait son œuvre. Ben, en fait, moi, on se bat contre, là, je dis 2000 parce que ça fait mon affaire, mais on se bat contre 2000 ans de billets. Ça fait 10 ans que tout à coup, on parle de non-binarité, de gender fluide, d'assignation de sexe. Fait que tout le monde est mélangé, dont les adolescents qui sont dans cette tempête-là, puis qui annoncent que finalement, moi, je suis une fille. Ils sont aussi perdus, puis ils sont aussi dans une recherche, puis ils sont aussi dans une expérimentation qui, pour le moment, moi, je trouve, n'est pas concluante. Oui, mais tu sais, tantôt, on parlait de ce que les artistes aiment, de ce que le peuple aime. Je te demandais s'il y a une déconnexion. Tu sais, par exemple, le discours que tu tiens sur les 2000 ans d'injustice et de biais, moi, j'ai suffisamment de gens autour de moi qui ne sont pas dans le milieu médiatique ou artistique qui en ont rien à foutre de ça, en fait. C'est la vérité, c'est que c'est... Et pourtant, ils en entendent beaucoup parler et ils ont l'impression que c'est une obsession. Et évidemment, tantôt, tu me dis sentiment et vérité, c'est pas la même chose. Puis là, je te parle d'impression. Donc, on est encore du côté du ressenti. Ont-ils raison de croire qu'il y a juste ça autour d'eux? Mais j'en ai parlé de ça. Si ça les concerne pas, si ça les intéresse pas... Il faut qu'ils éteignent la télé. Ben, ta gueule, puis... C'est facile à dire, ça. Parce que quand c'est la seule chose dont on parle... Non, si il y a un petit Benjamin là, qui arrive ici puis qui nous annonce qu'il est une fille, ça change. En quoi ça te dérange? Moi, ça me dérange pas pantoute. En quoi ça me dérange? Alors, c'est peut-être pas une préoccupation pour la majorité de la société, mais de toute façon, lui, il veut juste qu'on l'appelle elle. J'ai tellement d'autres
choses à penser. Fait que moi, les gens qui sont bien fâchés de ça, Mais c'est un cas de figure qui était. On va être d'accord sur ce cas de figure-là. S'il y a une personne qui a une revendication, effectivement, ça en dit plus sur la personne qui résiste que sur la personne qui demande. Sauf que quand il y a des séries qui sont sur cette thématique-là, quand tu l'as dit toi-même tantôt, tout le discours sur la diversité à l'écran et dans la création, quand les gens ils se disent ouais, moi, ça ne me tente pas de faire croire que cette personne-là, dans les années 60 au Québec, est noire. Elle n'était pas noire. Tout le monde le sait qu'elle n'était pas noire. Puis on le sait qu'elle est noire parce que c'est écrit dans les papiers de subvention. On fait des erreurs historiques dans des fictions pour réparer des temps, mais tu peux aussi, et c'est là où ça m'énerve, tu peux aussi ne pas regarder cette série-là parce qu'elle est mal faite. Tu peux aussi décider que ça ne t'intéresse pas parce qu'il n'y a pas de rigueur historique. Tu peux décider que tu vas aller sur HBO ou tu peux aussi décider de regarder des reprises de Rue des Pignons. Ça t'enlève pas. Donc, l'indulgence. Mais même pas. Presque, je m'en foutis, c'est-à-dire que personne t'oblige à regarder une série pas bonne. Personne. Fait que, tu sais, en disant, moi, c'est ça qui m'énerve, là. Tu sais. J'ai bien de la misère avec ça, là, quand j'entends parler du racisme envers l'homme hétéro blanc. Là, je quitte la pièce. Ma patience, elle se termine là. Pour vrai? Ben, il n'y a pas de racisme envers l'homme. Pour être raciste, il faut être dominant, déjà. Ce terme n'existe que tu peux pas être un Africain pauvre et être raciste. Tu peux haïr les Blancs. Mais le racisme, ça n'existe que quand tu es dominant. Donc, cette phrase, elle n'a aucun sens parce que, pour ce que j'en sais, en tout cas, l'Occident est toujours mené par des hommes blancs majoritairement hétérosexuels. Fait qu'arrêtez, personne n'est menacé. Oui, non, mais par exemple, si j'étais noir et je te disais crise d'homme blanc de marde. Oui, c'est le droit de mailler. Oui, je comprends. Puis si je dis, vous autres, les blancs, là, vous êtes toujours de même. Oui. C'est pas du racisme, ça? Bien, la définition du racisme, pour vrai, c'est oui, la supériorité d'une race par rapport à mais l'autre. pour pouvoir appliquer le racisme, il faut que fait que parce que je me suis beaucoup informé là-dessus. Moi, je peux te parler avec l'accent italien pour te faire rire. Parce que les Italiens sont pas en situation d'infériorité historiquement. Mais je peux pas te parler avec l'accent asiatique ou avec l'accent noir parce que eux ont été colonisés et tout. Fait que c'est ça aussi là, qu'il faut réfléchir. Fait que là, l'homme blanc, plaindre l'homme blanc en 2025, je trouve ça indécent. Ah, ben OK. Ça, c'est une opinion qui est la tienne. Moi, je pense qu'effectivement, l'homme blanc n'est pas exactement l'espèce la plus en péril, mais je pense que le mépris, la haine, quand elle est exprimée, elle est exprimée. Oui. Là, de dire que c'est autre chose parce que c'est exprimé. Parce que c'est bizarre parce que on ne juge... Quand une personne, par exemple, prenons quelqu'un qui est de couleur noire, reçoit du mépris, on regarde, oui, qui l'envoie, mais c'est du mépris. C'est-à-dire qu'on juge surtout le mépris. Alors que là, la personne blanche, si elle recevait du mépris, on regarderait seulement ce qui l'envoie. Moi, je pense qu'on ne regarderait pas ce qui est dit. Moi, je pense qu'on juge le billet. On juge le billet. Fait que si ça vient... Mais si un blanc reçoit une insulte venant d'un noir, ça ne peut pas être une insulte raciste. Ça s'appelle une insulte. Mais si c'est raciste, s'il y a la prétention d'une supériorité, on stigmatise un comportement racial... Écoute, on peut en discuter pendant des heures. Ouais. Ça serait intéressant. Mais moi, je trouve que si une personne noire te traite de crise de facho, c'est une insulte. Il vient t'insulter. Ça se fait pas. Dans l'insulte qu'on fait à la personne noire, il y a un biais qui est vous autres, les Noirs. Bon, mais là, après, je te jure qu'on change de sujet. Oui. Parce que ça me tente vraiment pas de parler de ça pendant 20 minutes. Mais mettons là que dans le commentaire de la personne noire, il y a vous autres, les Blancs, vous êtes toujours de même. Oui, ben, c'est un commentaire raciste. OK. Mais, sauf qu'on peut pas dire que l'homme blanc subit du racisme, à part... C'est anecdotique. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Hey, tu disais tantôt, OK, parfait, c'est parfait ça. Tu disais tantôt que ça m'a surpris que la culture va bien au Québec, que les salles de théâtre sont pleines. Moi, j'ai appris l'autre jour que, en tout cas, on va de moins en moins au cinéma. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on regarde de moins en moins de films. On les regarde chez nous. Je sais que les podcasts ont la cote. Par contre, regarder un film à maison, aller moins au théâtre, moins sortir, écouter plus de podcasts, c'est toutes des activités qui, on peut pas dire que c'est partitique, mais c'est sédentaire. Est-ce que ça t'inquiète, toi? Non.
Parce que quand on va voir un film au cinéma, on sort, puis Oui. il y a la possibilité d'en parler Oui. avec la personne qui était devant nous. Mais Regarder ça un film. m'inquiète pas. Attends. Ouais. Oui, ça m'inquiète que la société devienne plus sédentaire et regarde les trucs à la télé. Le théâtre survit depuis 2000 ans. Puis là, mettons, si on dit depuis une centaine d'années, il a survécu au cinéma, il a survécu à Netflix, il a survécu à la télé, parce que c'est un des derniers endroits, le théâtre, la danse, les shows live, où les gens savent les gens savent qu'ils n'ont pas cette expérience-là devant la télé. Tu as une autre expérience. Alors, attention, quand je te dis que la culture va bien, c'est qu'elle ne va pas plus mal. Elle va mal depuis que je suis né. OK. Puis probablement avant aussi. Qu'on annonce la mort du théâtre, puis la mort, puis ça n'arrive pas. Puis à mon avis, ça n'arrivera jamais. Parce qu'on a besoin de ce moment de communion qui existe depuis l'homme préhistorique, où tout à coup, quelqu'un autour d'un feu racontait une histoire. Et on a encore besoin de se faire raconter des histoires par d'autres. Tu sais, l'intelligence artificielle, là, c'est inquiétant parce que ça vole des jobs, mais ça ne videra jamais les théâtres. Parce qu'on veut voir Patrice Robitaille risquer d'avoir un trou de mémoire, marcher sur la corde raide. On veut voir un artiste de cirque qui pourrait mourir en faisant son numéro. Et là, quand je te dis les théâtres sont pleins, j'ai peut-être exagéré. Il y a des gens dans les théâtres. Ouais. Il y a des spectacles qui sont pleins. Il y a des supplémentaires. Cette santé-là, le problème, il est plus là. Cette santé-là, elle est due à la qualité de ce qu'on fait. Puis là, je le souligne, j'ai pas honte de le dire, à la qualité de ce qu'on fait. Moi, je vais avoir des shows en Italie, je vais avoir des shows en France, je vais avoir des shows au Danemark. Il y a une qualité ici qui est incroyable. Donc, les gens viennent. Est-ce qu'on a toute l'aide gouvernementale dont on aurait besoin? Absolument pas. Est-ce qu'on a une société d'État de télévision qui donne une grande place à la culture live dans ses émissions? Non. Il y a des éléments, des participants à cette voyons, c'est quoi le mot? Cet écosystème, merci, qui font pas leur job. Mais attends une minute, parce que là, c'est important ce que tu dis. Moi, si j'étais Sonia Lebel, là, qui est au Conseil du Trésor, c'est moi qui envoie de l'argent dans tous les ministères, puis qui reçoit un appel insistant de Mathieu Lacombe ces temps-ci, qui me dit « J'ai besoin d'argent », et que j'écoute le podcast de Rémi Villemur et Serge Denoncourt, qui y participent, dire qu'il y aura toujours du théâtre, puis que oui, il manque d'argent, puis qu'on a des défis, mais que ça va toujours exister. Est-ce que je réponds ça à Mathieu Lacombe? J'ai dit qu'ils se débrouillent, les artistes. Anyway, il y aura toujours ce besoin-là, puis ils sont capables de faire des pièces dehors dans un parc. Mais je vais te le dire, moi, ce qu'il faut répondre, et je suis sûr de ce que j'avance. Tu l'as entendu, ça. Chaque dollar investi en culture en rapporte 2. Donc, ce mythe qu'on passe notre vie à quémander, c'est ridicule. C'est un investissement. Mais c'est un des seuls investissements sûrs. C'est un des seuls investissements sûrs. Là, la CAQ a fait un effort. Je ne ferai pas un cas particulier sur la CAQ. Je vais parler des gouvernements à travers... C'est pas compliqué. Vous voulez pas parler d'art? Ça vous intéresse pas l'art? Ça vous intéresse pas le théâtre? Ben, parlons d'économie. Ça, vous comprenez ça, là? Ben, parlons d'économie. Les parkings, les restaurants, les bars, les placiers, les acteurs, les techniciens, les gens qui entretiennent le théâtre. Les auteurs, je ne sais pas si on les a nommés. Auteurs, on fait vivre tout un écosystème au complet, d'une part. Donc, c'est de l'emploi. En plus, on rapporte. Alors, c'est quoi l'idée de dire, là, on a augmenté de 3 millions, augmente de 100 millions, tu vas en faire 200 000. 200 millions, oui. Oui. Donc, de quoi vous parlez? Et là, je ne peux même pas croire que c'est moi qui est en train de tenir un discours économique, mais ça, ce que je viens de te dire, c'est prouvé, là, mathématiquement. Mm-hmm. Donc, on devrait arrêter là, de se faire traiter de quémandeur. On ne quémande pas, on demande des sous pour faire fonctionner la machine économique du Québec. Donc, est-ce qu'on pourrait être entendu comme ça, au lieu d'être entendu comme des maudits niaiseux d'artistes qui font des chansons, qui font des pièces de théâtre, mais qui ne comprennent rien à la politique et à l'économie? Non, écoute, je veux dire, si vous sortez le même discours depuis des années et qu'il n'est pas compris, il n'y a rien d'inutile à essayer de l'exprimer autrement. Mais c'est vrai que c'est moins sexy, mais je veux t'entendre là-dessus, par contre, parce que le Québec, là, moi, quand je voyage, puis j'ai voyagé pas mal aussi, je me suis un petit peu calmé là, ces dernières années, mais
Le monde me disait, c'est quoi ça, le Québec? Puis je leur disais, le Québec, c'est la culture, notamment. Puis là, on parle depuis tantôt de culture. Je t'ai parlé de cette espèce de distance entre la gauche, donc les artistes, et le peuple. Ouais. Tu me dis, c'est un vieux mythe, tout ça. Donc, c'est entretenu depuis des années. Si le Québec, c'est en bonne partie la culture, pourquoi on a un regard si désolant envers la culture, un regard si Je sais pas, malaisant? Parce que... Je sais pas. Je le répète beaucoup, là, je voyage beaucoup. Quand tu dis le mot Québec à l'étranger, la plupart des gens ne savent pas c'est quoi. Quand ils le savent, ils te nomment Robert Lepage, Xavier Dolan, Céline Dion, Anne Dorval. Fred Pellerin. Ils te nomment pas Fred Pellerin. Ils te nomment pas un homme d'affaires québécois. Ils te nomment des ambassadeurs de la culture québécoise. Le Québec, il est connu à l'étranger par ses artistes. Hey, c'est pas compliqué, ça, à comprendre si t'es un gouvernement. C'est pas compliqué. Puis, Dieu sait si tous les gouvernements, quand quelqu'un triomphe à Cannes, quand quelqu'un... hey, ça se pète les bretelles. Là. C'est un Québécois, Robert Lepage, qui nous représente dans le monde, Xavier Dolan. Ben, Xavier Dolan, il pédale comme un fou pour avoir son prochain film financé. Je veux dire... Il a même arrêté parce qu'il trouvait ça trop... Il avait l'impression que... puis je pense pas que... Ça lui a été reproché, comme d'ailleurs à peu près toutes les sorties qu'il a faites dans sa vie. Tout ce qu'il dit, ça vient toujours d'un petit-fils à papa, qui c'est pas un fils à papa. C'est pas un fils à papa, mais on a eu l'impression, quand il a annoncé sa retraite, qui n'était finalement pas une retraite, que ce qu'il voulait dire, c'était « Moi, là, j'aurais pas normalement besoin d'encore faire la file. » Alors que c'est pas ce qu'il voulait dire. Non. Il voulait dire... Je t'ai écœuré. Je t'ai écœuré de la faire, la file. Je t'ai écœuré de la faire. Mais c'est ça qu'il disait. Je t'ai écœuré. Je suis tanné. Je suis fatigué. J'étais allé 5 fois à Cannes. Je nous représente. Je vais te raconter un truc où j'ai eu tellement honte. J'étais tellement gêné. J'étais à Bologne avec Anne Dorval et Xavier. Ils présentaient Mommy en 35 mm. Puis j'étais là. Donc, je me joins à eux, je vais voir la projection, puis je suis content, puis c'est tous des Italiens dans la salle. Et ça commence, la projection, avec le transfert en 35 mm a été, là, je vais peut-être me tromper, mais en tout cas, a été fait grâce à la Fondation Prada de Bologne, la Cinémathèque de Paris et le je sais pas quoi de Milan. Le Québec. Le Québec, la Cinémathèque du Québec, le Téléfilm Canada. Non! Ils n'en ont pas donné de sous. Fait que j'étais là, en québécois, puis c'était des pays étrangers qui ont donné les sous pour faire ça, puis qu'il fallait remercier. On ne pouvait pas remercier les instances gouvernementales québécoises parce qu'ils n'avaient pas donné un sou parce qu'ils considéraient que ça n'avait pas la peine, alors que des Bolognais puis des Parisiens considéraient que ça valait la peine. J'étais gêné, là. J'avais honte, là. Fait que c'est ça que Xavier dénonçait. Ben oui, il était épuisé, mais c'est le bon mot, fatigué. Ouais. Fatigué parce que créer, c'est exigeant. Ouais. Ça a un coût, ça coûte quelque chose, puis c'est pas juste de la sueur, c'est du sang, c'est des larmes, c'est tous les fluides qui nous coulent dans le corps. Ouais. Puis là, non, il faut que tu sortes tes petites lunettes puis que tu ailles sur le site. Tu sais, quand je fais, moi, un spectacle comme Les Trois Mousquetaires, ben, je donne la job, pas moi personnellement, là, mais le projet donne du boulot à une centaine de personnes. Il y a plein de petits entrepreneurs, là, de petites entreprises qui en donnent pas autant. Je suis pas un quêteux, tabarnouche. Je suis quelqu'un qui donne la job, qui crée de la job. Fait que Xavier l'exprimait de sa façon. Moi, je l'exprime de sa... Je suis tanné de vous autres, les pelleteux de nuages, vous autres, les artistes. Vous autres, vous êtes jamais contents. Non, on n'est pas contents. Toute la société québécoise a droit à l'assurance chômage, pas nous. Notre travail, même si j'ai travaillé 4 ans à temps plein, quand j'ai terminé, j'ai pas droit à l'assurance chômage. Pourquoi? Parce que ce que je fais n'est pas considéré comme un vrai travail. Ça donne quand même une idée de comment on est perçu par les paliers gouvernementaux. Mais vous êtes même perçu par le gouvernement comme une caste. Vous êtes comme des citoyens d'une autre catégorie. Mais peut-être que s'ils ne nous traitaient pas comme une caste, on jouerait moins cette game-là. Si on avait l'assurance chômage, peut-être qu'on n'en serait pas une caste. Mais effectivement, grâce à eux, on en est une. On est la minorité de Québécois qui, quand ils n'ont pas de boulot, ben, ils n'ont pas d'assurance chômage. Puis est-ce que c'est
Est-ce que tu penses, par exemple, qu'un artiste qui doit galérer, qui doit suer, puis là, Xavier n'est pas le bon exemple parce qu'il Non. a arrêté temporairement. Mais le fait de devoir toujours se buter à des portes, cogner, se lever, y aller, ça vient pas chercher le meilleur de l'artiste, par contre? Non? Ça, c'est un autre mythe, ça, par contre? C'est pas un mythe. C'est-à-dire qu'on est tous prêts à galérer 1 an, 2 ans, 10 ans. Le craft dinner, c'est au début. Il y a un moment donné où tu dis « Aidez-moi ». Puis je veux que tu saches que moi, Serge Denoncourt, ça va bien. Mm-hmm. Mes productions, là, je manque toujours de sous. Je galère encore. J'ai du travail, je suis content. J'ai pas assez de sous pour faire des grands classiques. J'ai pas assez de sous pour faire... j'ai pas les budgets français, j'ai pas les budgets... Ça. Ben oui. Ça, c'est grave, parce que ça veut dire que le Québec, qui est ingénieux... En fait, le Québec a la réputation... On fait toujours l'éloge de la télévision au Québec, mais c'est parce qu'on fait des affaires qui marchent avec rien. Exactement. Mais serions-nous capables de faire des affaires qui marcheraient encore mieux avec plein d'argent? Ça, c'est une question. Non, mais c'est même pas... J'ai une réponse. Moi, j'ai une réponse aussi, puis je pense que c'est la même. C'est sûrement oui, ta réponse. La réponse, c'est le Cirque du Soleil qui l'a donnée. Ouais. Quand les metteurs en scène de théâtre, moi, Robert Lepage, René Richard Cyr, ils nous ont appelés, ils nous ont donné des millions. On a tous été capables de faire des spectacles avec des millions. Vous n'êtes pas partis comme les lavigueurs à tout flotter? Non, on était capable de faire des spectacles avec 20 000 piastres, puis on était capable de faire des spectacles avec plusieurs millions. Nos compétences, ils fonctionnent avec de l'argent aussi, là. Par contre, c'est vrai que moi, à 20 ans, là, j'ai fait des spectacles avec 102 piastres là, pour me faire connaître, puis c'est correct. J'ai fait mes classes. Maintenant, ce que j'ai plus de difficulté, c'est qu'on me demande de monter un grand classique qui était monté il y a 30 ans avec 30 comédiens sur scène, puis là, il faut que je le fasse avec 8. Je sais comment je fais ça, moi? Comment je fais ça? Oui, mais on n'a plus les moyens de les faire, ces shows-là. Donc, on ne les verra plus, ces shows-là. Donc, on ne verra plus Monte Cristo, on ne verra plus Les Trois Mousquetaires, on ne verra plus Lorenzaccio. Puis, si tu regardes bien les programmations théâtrales, tu as beaucoup de shows à 2, à 3, à 5, mais des shows à 20, il y en a très, très peu. Ben oui. Ça veut dire qu'on n'a plus accès aux classiques qui demandent 20 comédiens. Donc, on appauvrit la culture de nos adolescents, de nos adultes, de nos citoyens. Mais c'est toujours pas une priorité parce que c'est très difficile pour les politiciens de dire ma priorité. Alors, dire c'est la santé, c'est l'éducation, tout le monde comprend ça. Un François Legault qui dirait ma priorité, c'est la culture, et ça passe pas. Puis moi, j'arrête pas de dire, quand vous dites l'éducation, pourriez-vous mettre la culture à l'intérieur du concept d'éducation? Déjà, ça vous permettrait de dire, ben oui, on va en donner des sous parce qu'on le met dans éducation. Mais non, toi, la culture, c'est divertissement. C'est pas nécessaire. Et là, c'est là que tout pète, parce que c'est nécessaire. Je sais pas si tu as déjà tout dit ça ailleurs, mais moi, c'est vraiment la première fois que j'entends ça. Là, tu passes d'un enjeu... Je l'ai sûrement dit dans des soupers, en tout cas. Oui, mais c'est une chance que ça sorte. Il fallait que ça sorte parce que tu passes d'un enjeu qui est trop souvent restreint à l'idée. On dit les artistes, ils veulent de l'argent, ils veulent créer, ils veulent des subventions. Non, non, non. Ça affecte même les jeunes, leur regard sur le monde, leur possibilité de devenir des citoyens, de comprendre le monde. Si tu n'as pas vu les grands classiques, puis que tu te butes à des productions artisanales faites par des gens de talent, mais qui ne peuvent pas passer à la seconde étape, hein? À l'étape de te montrer c'est quoi ça, la grande culture mais centenaire. Aussi, c'est de la grande culture quand elle est bien faite, évidemment. Ouais. Bertolt Brecht t'apprend à avoir une pensée politique. Gorky t'apprend à avoir une pensée sociale. Michel Tremblay te donne un télescope pour regarder ce qu'on était il y a 60 ans. Là, tu vois, la série Adolescence est présentée dans des écoles partout dans le monde. Au départ, c'est vraiment une œuvre d'art, c'est pas une œuvre didactique. Tout ça, ça crée des êtres humains formidables. Et on a décidé que non, finalement, Bertolt Brecht puis Michel Tremblay, c'est pas essentiel. Et c'est là, à mon avis, où on se trompe, où on crée des citoyens appauvris, où tout à coup, oui, il y a un mépris qui se développe parce que les gens à qui tu t'adresses, ben, ils connaissent même plus Michel Tremblay. Ils savent pas Jean Duceppe, c'était qui? Ils pensent que c'est une salle de théâtre, Jean Duceppe. Et ça, moi, je ne peux pas m'empêcher de mettre comme responsable les instances gouvernementales. Tous les petits garçons qui ont un petit bouton d'en face en secondaire 2 devraient aller voir Cyrano de Bergerac pour comprendre que s'ils parviennent à maîtriser le verbe,
ils vont sortir gagnants, ils vont s'en sortir, ils vont gagner Oui. le cœur de la femme. C'est dans des petites choses comme ça. Les Mais jeunes c'est qui se là-dessus, posent je des te questions. dirais, puis j'aime pas ça faire de comparaison, mais en France, là, Mais je veux qu'on en parle de ils la y vont au France. théâtre, puis ils en lisent des livres. Puis quand tu tombes sur un adolescent de 14 ans en France, puis tu t'astines avec lui, là, ils ont un argumentaire, puis ils ont un vocabulaire même s'ils ont tort, parce qu'on on les casse à ça. Mais on les envoie aussi voir Racine, Corneille, Molière. On peut pas jeter tout ça. Tu vois, moi, un des problèmes que j'ai là présentement dans la mouvance du théâtre québécois, c'est qu'il y a toute une présence que je trouve vraiment essentielle. De la diversité, de nouveaux discours, de discours plus sociaux. Puis je fais oui, oui et oui. Maintenant, on le fait à la québécoise. Pour faire ça, on met à la poubelle Tchekhov, Brecht, Strindberg. Ça n'intéresse plus personne. Tu fais non, une culture, ça se fait avec tout ce qui se crée et tout ce que le passé nous a donné et qui est non jetable. Les philosophes grecs, etc. Là, on n'est pas là au Québec du tout. Là. C'est comme si on inventait tout, puis tout ce qui est venu avant nous n'avait pas d'importance. Et je trouve que ça crée une pauvreté intellectuelle sociétale. Il y a peu de gens qui comprennent c'est quoi le métier de metteur en scène. Moi, je suis allé voir il y a quelques années, puis je suis sûr que tu le connais, la personne qui a mis en scène cette pièce-là. C'était Dostoïevski. C'était l'Idiot de Dostoïevski au TNM. Oui. Et si je me trompe... C'est Catherine Vidal qui avait fait la mise en scène. Et j'étais assis dans la salle et à un moment donné, il y a un téléphone cellulaire, pas qui a sonné dans la salle, il y a un téléphone cellulaire sur la scène dans la pièce. Oui. Et là, j'étais là puis je me disais, moi, c'est pas le théâtre, c'est pas trop mon truc. Oui. Ça veut pas dire que j'aime pas ça veut dire que je connais pas ça. Oui. T'es un monument du théâtre québécois. Donc, c'est toi qui va me replacer, là. Moi, j'ai senti un malaise parce que je me suis dit, on dirait c'est bien, là, l'Idiot de Dostoïevski au théâtre en 2020 à peu près. Mais le cellulaire, là, c'est-tu parce qu'on veut être cool? C'est-tu parce qu'on veut absolument dire qu'on est moderne puis qu'on n'a surtout pas commis l'erreur qui consisterait à refaire une pièce? C'est quoi cette expression-là? Non, là, je suis pas d'accord avec ça. C'est des codes qu'on choisit d'utiliser ou pas. Mais j'ai même pas d'opinion. Hein? Moi, j'ai posé une question. C'est... tu montes... je te donne l'exemple de La haine, mais qui n'est pas Dostoïevski. À l'époque, ils apprenaient tout dans les journaux ou à la télévision, dans le film. De Kassovitz. Oui, dans le film de Kassovitz. On a fait, c'est ridicule. Maintenant, ils vont apprendre la mort de machin sur leur téléphone. Ils vont se filmer sur leur téléphone. Ils ne seront pas filmés par d'autres gens. Vince, qui fait ça à moi que tu parles dans le miroir, ben, il le fait dans son téléphone. Juste pour que les ados dans la salle comprennent les codes. Donc, dans Dostoïevski, s'il recevait une lettre de la comtesse, je sais pas quoi, puis Catherine dit « Hey, il va recevoir un texto », pour moi, on fait la même job. On fait Dostoïevski, il reçoit une nouvelle de machin. On ne trahit pas l'œuvre. Moi, je trouve qu'on trahit l'œuvre, c'est pas quand on met des cellulaires, quand on met pas le propos de l'avant, quand on sait pas pourquoi on monte une pièce. C'est quand c'est bien fait, c'est correct. Quand c'est mal fait, Exactement. Des fois, en plus, on peut en parler aussi longtemps qu'on veut, mais c'est aussi simple que ça, la vie. Hein? Quand c'est bien fait, puis quand c'est... Tu sais, on parlait tantôt de... On peut-tu dire ces affaires-là? On peut-tu... Si la personne... Ben, c'est ça, c'est bien fait. Puis là, j'aimerais ça m'excuser parce que pendant que tu parlais, je suis même plus sûr si c'était vraiment l'Idiot de Dostoïevski, puis je me sentirais mal. C'était l'Idiot de Dostoïevski. Oui, par Catherine Vidal, mais je ne sais pas si c'est dans cette pièce-là au TNM. Je penserais que oui. Ah oui, bon, ben tu vois, je m'en rappelle. Tu parles beaucoup de Paris. On pourrait même penser que c'est une petite obsession. Je sais que Montréal... C'est pas une obsession, c'est juste parce que je vis là depuis 1 an plus, puis que... C'est mieux que Montréal. Non. Alors, vraiment pas. C'est différent. C'est vraiment différent. On est beaucoup plus loin. Alors, nos cousins français, là, ça c'est un mythe. On est beaucoup plus américains que français. Quand on arrive là, on se rend compte à quel point on est ancré dans une américanité. Puis après ça, ben là, tu mets les trucs dans la balance. La qualité de vie est mieux ici. L'offre culturelle est mieux là-bas. Ce qui n'est pas un détail en passant. Hein. Je veux dire, la qualité de vie, Non, c'est pas un détail. Tu sais, les certains conservateurs dont je fais partie souvent mettent de l'avant la culture, l'héritage, l'histoire, la qualité de vie, le coût de la vie, la sécurité. Colin, c'est quand même ce à quoi on touche le plus dans la vie. Là. Alors, tu sais, il y a toutes sortes d'affaires là, que j'aime des Québécois, que j'aime de comment on est fait. Notre tolérance, notre côté bon enfant, notre côté pas prétentieux, j'adore ça. J'aime pas tout ce qu'on vient de parler, notre façon d'aborder la culture par les instances gouvernementales.
L'offre. Mais c'est sûr, ils sont 12 millions dans Paris. Donc, il y a une offre culturelle qui me permet, moi, de sortir tous les soirs, puis d'aller ou au musée ou au cinéma, parce que ça a l'air de rien, mais c'est à Paris que je peux voir des films coréens sous-titrés, puis libanais sous-titrés, puis que j'en trouve pas de ça à Montréal. C'est tellement bon, les films coréens sous-titrés en plus. Ben oui. Je sais. Pour vrai? Je sais. Tu me niaises-tu? Ben, je te niaise au début, puis après, je me suis dit, je pense qu'il aime ça pour vrai. Ça a quand même gagné l'Oscar. Il y a quand même un film coréen qui a gagné l'Oscar. Ben oui, c'est vrai, ça. Donc... Parasite? Parasite. Donc, c'est un mélange. Puis après ça, je pourrais te rajouter l'Italie dans le mélange pour avoir ma vie parfaite. Moi, là, tout ça serait mélangé dans une ville qui s'appellerait Denoncourtville, où il y aurait des cafés partout, où on peut arrêter, prendre un café, un apéro spritz, avoir une discussion endiablée, mais où on serait pas... où on se prendrait pas pour d'autres, où on mangerait des pâtes, où il y aurait une offre culturelle. Donc, j'en parle beaucoup de Paris parce que là, je redécouvre Paris et les qualités de cette ville-là. Et un point que je partage avec Mathieu Bock-Côté, c'est que à Paris, tu peux avoir une discussion musclée, ne pas être d'accord. Un gars de droite, un gars de gauche, s'engueuler au bout de 10 bières, et on se serre la main, puis on se dit à la prochaine. Mais ça fait beaucoup de choses. C'est très important, ça, de pouvoir discuter. Oui. Parce que, en plus, ici, on appelle ça se chicaner. Là-bas, j'ai remarqué, ils appellent ça discuter. Oui, même quand on lève le ton. Moi, je suis déjà allé à Paris, je me suis chicané avec un Parisien et le lendemain, je lui ai écrit pour lui dire, écoute, je suis désolé, on a dépassé les bornes. Il a dit, tu penses que tu t'es trompé de destinataire? Oui, parce qu'avec moi, c'était normal, c'était le rythme du soir. Puis moi qui est comme je suis, là-dessus, je suis un poisson dans l'eau à Paris. C'est-à-dire que tous les jours, presque, j'ai une discussion avec quelqu'un où je suis pas d'accord, puis puis il y a zéro retour là-dessus, c'est fini. C'est terminé. Ici, oh my God, je m'excuse, puis non, mais je pensais pas, j'ai-tu vraiment levé le ton, je suis désolé, mais je n'étais pas fâché. Alors, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Il y a des chocs culturels. Puis il y a même des chocs culturels quand je reviens ici, je fais « Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ah ouais. » Tu sais, quand je le dis, puis les gens chialent beaucoup. Les artistes répondent en disant « Vas-tu arrêter de dire ça? » Mais non, Paris est belle, puis Montréal est laide. Arrêtons de se faire à quoi. Alors, Montréal, il y a une qualité de vie. J'aime les habitants, j'aime les Montréalais. J'aime la scène gastronomique montréalaise. J'aime la scène théâtrale. C'est laid. On peut-tu le dire? Il y a du monde laid qui sont vraiment intéressants. C'est Montréal. Paris, ils sont chiants, mais la ville est magnifique. On peut-tu juste se dire ça? C'est même pas une opinion, c'est un fait. Mais honnêtement, oui. Puis après ça, c'est pas grave. Là. Ça sera jamais beau, Montréal. Ça a été fait il y a 300 ans, puis on a fait des caisses populaires en aluminium. Puis ça va être ça. Mais Paris a été refaite. Je veux dire, il y a eu le maire de Paris. Non, mais il y a eu plus de soucis. Tu sais, chaque président de la France laisse un héritage architectural, l'Arche de la Défense, la bibliothèque François Mitterrand. Mais c'est parce que, Serge, c'est justement là que je veux t'emmener. C'est que là, tu me dis Montréal est laide, Paris est belle. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis même d'accord pour dire que c'est un fait et non pas juste une opinion. Par contre, la raison pour laquelle Montréal sera peut-être toujours laide, c'est qu'on n'a peut-être pas ce que les Parisiens appellent non seulement la volonté, mais le souci architectural. Tu sais, une ville qui est construite avec des boulevards dedans. Tu sais, le boulevard Jean Talon, le boulevard Lacordaire, le boulevard René-Lévesque. C'est un choix, ça. Mais t'as le boulevard Raspail, puis t'as le boulevard... Ouais, mais... Ben oui, c'est ça. Je comprends. Sauf que, attends une minute, là, au niveau de la circulation, ici, c'est vraiment un boulevard. Non, mais moi, j'ai un parc au milieu. Mais sauf qu'ici, là, on ne pourra jamais être Paris ou Rome. Pourquoi jamais? Ben parce qu'on n'a pas l'histoire, on n'a pas les ruines, on n'a pas tout ça. Mais on a une mairesse qui a été pendant 8 ans, qui nous a parlé de ville verte, de rue piétonnière, tout ça. Je suis pas fou de ça, mais OK. Allons-y. Ben, fais-le. Fais-le beau. Fais-le grandiose. Fais-le pour que Montréal devienne une des plus belles villes vertes au monde. Non. On met 4 blocs de béton à tous les coins de rue pour que Mont-Royal devienne une rue piétonne. Donc, c'est la rue Mont-Royal pas belle, avec en plus des blocs de béton pas beaux, puis des dessins à la craie sur l'asphalte troué. Puis ça, c'est la qualité de vie à Montréal. Je fais, ben non, plantez des vrais arbres, mettez des vrais arbustes, faites une rue verte, une vraie rue verte, où je vais
avoir envie d'aller me promener. Non, les pistes cyclables, les rues vertes sont laides, c'est laid, c'est mal foutu. Ils n'ont pas mis le budget qu'il faut. Fait que je comprends pas que tu te dises, moi, j'ai été mairesse pendant 8 ans et je ne laisserai pas de legs. Et là, je viens de parler mal parce que c'est un lait. Il faut dire un lait. Ah oui? Oui. Colin, j'ai appris ça moi aussi. Je ne laisserai pas d'héritage de beauté à cette ville. Parce que rien n'est plus beau depuis que Valérie Plante est là. Moi, j'aurais dit, ben, tu veux faire Mont-Royal piétonnier, vas-y. Puis mets des bosquets, puis mets un mobilier urbain beau. Mais ici, là, tu prends quelqu'un, un designer de mobilier urbain, qui fait des bancs qui vont coûter 5 000 par banc, puis là, tout le monde s'arrache les cheveux. Ben, tu fais, oui, mais si c'est très, très beau, puis que ça dure une centaine d'années, puis que c'est une œuvre d'art, pourquoi il faut prendre des esprits de bancs pas beaux qui se brisent au bout de 3 ans, qui sont laids, qui ne donnent pas de charme, personnalité, de charme à cette ville que j'aime profondément. Mais tu sais, tu passes sur l'avenue du Parc à côté du Mont-Royal, puis tu as cet espace vert, puis à côté de cet espace vert, là, il y a des cônes oranges, il y a des détournements de trafic, il y a qu'on ne peut plus traverser cette montagne en voiture parce qu'elle ne veut pas, ce qui fait qu'il y a plein de gens qui n'ont plus les moyens de traverser cette montagne et de la voir. C'est terrible, ça. Là, je fais, hey, il y avait une route. Elle aurait pu très bien décider de faire un sentier à côté de cette route pour les cyclistes, pour les mettre en sécurité. Non! A préféré faire chier les automobilistes. Fait que si moi, là, j'ai 70 ans, je suis à mobilité réduite, ben, je peux plus y aller au lac des Castors. Ben, je dirais même autre chose. Je dirais si j'ai 35 ans, Ouais. je suis col bleu, puis que le plus beau moment de ma journée, c'est quand je pars de Côte-des-Neiges pour aller travailler au centre-ville parce que j'ai la possibilité de monter en char et de voir l'une des plus belles villes au monde, en tout cas en Amérique. Puis peut-être de t'arrêter. Ouais. Je peux plus voir ça. J'ai plus le droit à cette dose de beauté. Mais moi, ce que je trouve triste, puis tu sais, je devrais arrêter de chialer puis me présenter à la mairie, c'est qu'au lieu de faire des projets qui construisent, elle interdit. Il y a eu moyen de faire une voie cyclable qui est à côté et sécurisée par rapport à... Il y aurait eu moyen sur toutes les rues de Montréal de prendre les places de stationnement, mais pas de faire des voies uniques partout qui congestionnent la ville, de donner la place au vélo. Et moi, je suis pour ça, de donner la place au vélo avec intelligence et non pas de donner toute la place au vélo, ce qui fait que sur Saint-Denis, tu pourrais avoir 20 000 vélos, ils ont de la place, mais on est tous cordés, les voitures. Fait que ces vélos-là, ils respirent du monoxyde de carbone. On augmente la pollution, puis on augmente le temps pour se rendre au centre-ville, ce qui fait que... Puis ça, elle n'en parle jamais. Il y a de moins en moins de gens qui vont au centre-ville. Ils vont au 10-30, ils y vont pas parce que c'est pas le fun. Est-ce que c'est vraiment ça, garder une ville en vie, en santé? Ben non. C'est pas parce que tout le monde se promène en bicycle que la ville devient formidable. Il faudrait que les gens se promènent en bicycle, mais qu'ils aient accès au théâtre, au restaurant du centre-ville. Là, c'est comme si c'est moi, j'ai auto-pesé sur un sujet qui me rend fou. Ben, c'est parce que t'aimes ta ville. Tu sais, moi, c'est ça l'affaire aussi. Il faut qu'on s'enlève ça de la bouche. Là. Moi, j'ai eu l'autre jour quelqu'un qui est considéré Jonathan Hamel, c'est un entrepreneur qui habite dans le Vieux-Montréal. Puis lui, il est haï par la gauche municipale parce qu'il critique la ville. Mais il m'a dit, j'aime ma ville. Moi, là, quand j'aime quelqu'un, là, puis que cette personne-là me fait mal, j'y dis. Parce que je l'aime tellement que je veux sauver notre relation. Mais la question à se poser, elle est simple. Là. Puis moi, je suis Montréalais, puis je parle avec des Montréalais. À quel Montréalais tu demandes, est-ce que tu trouves Montréal agréable? Il répond, ah, c'est tellement agréable. Tout le monde fait, ah, le trafic, ah, si, ah, ça, les cônes oranges, machin, le métro. Moi, là, ça me fait mourir. Là, on va mettre plus de pistes cyclables, on va fermer ces rues-là, ils vont devenir piétonnes. Et en plus, savez-vous quoi? On va augmenter on va réduire la fréquence des autobus. Là, tu fais, si tu veux que je me revienne en transport en commun, ben, il faut qu'il soit meilleur. Il faut qu'il soit mieux. Non, on n'a plus les sous. Fait que tu peux plus aller en auto, mais l'autobus passe aux demi-heures. Tu ris-tu de moi? À Paris, il n'y a aucune raison d'avoir une auto. Il y a des métros partout, 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 partout. Ça va partout dans Paris. Ici, là, quand tu n'habites pas près d'une ligne de métro, là, ben c'est pas évident. Si tu ne fais pas de vélo, est-ce que c'est agréable vivre à Montréal? Ben, ma réponse, malheureusement, est non. Est-ce que les Montréalais sont agréables? Oui. Et je pense qu'ils le sont parce qu'ils sont tellement résilients qu'ils sont en train de devenir
les habitants de ville les plus gentils du monde. J'ai pris le métro à Paris il y a 2 ans et j'ai réalisé qu'ils mettaient les bancs dans certains wagons l'un face à l'autre. Oui. Tu mets 2 bancs, 2 bancs. Oui. Alors qu'ils peuvent faire comme à Montréal et les mettre de côté. Oui. Et je me suis dit, il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas un hasard. On veut que les gens discutent. Absolument. On veut que les gens créent des rencontres improbables. Si les gens ne se parlent pas à Montréal parce que tout est très grand, des boulevards, donc chacun de son côté du trottoir, il y a de l'espace pour tout le monde, il y a des chantiers, donc on ne se croise plus. Comment on arrive à faire société? Comment on arrive à s'entendre? Parce on n'y arrive pas, Rémi. Ce que tu me décris depuis tantôt, oui, c'est un blâme qu'on peut faire à Valérie Plante, mais je pense que son travail est impossible. Il y a des gens qui veulent des vélos à Montréal, il y a des gens qui veulent des chars. Il y a du monde qui veulent des spectacles, il y a du monde qui veulent plus de bruit sur Saint-Denis, puis à côté de la SAT, là, au centre-ville. C'est quand même une première. Moi, à Paris, je suis pas mal sûr que personne ne fait plein de bruit. Oui. Là. Ah oui, il y en a? Ils en font. Puis à un moment donné, il y a le fait que c'est un quartier où il y a des spectacles, puis c'est comme ça, monsieur. Quand vous avez acheté votre maison, c'était comme ça. C'est comme ça. À Montréal, c'est pas pareil. Non. À Montréal, on est prêt à se demander si la place des arts va falloir qu'on dise aux artistes de faire moins de choses. Oui, mais moi, j'en ai une réponse à cette ville est ingérable. Ça existe depuis longtemps. Ça s'appelle l'urbanisme. Tu prévois les trucs. Tu prévois comment ta ville va être dans 50 ans. Tu ne vas pas année par année à décider que cette année, c'est Christophe Colomb qui va être cyclable. Tu te dis, si cette artère-là va être une piste cyclable, qu'est-ce qu'on fait avec Saint-Denis? Bien, Saint-Denis, on va laisser de même pour qu'il y ait un couloir pour les automobilistes, puis les cyclistes pourront avoir un couloir qui est moins pollué. Tu réfléchis au futur de ta ville pour dans 50 ans. On ne fait pas ça ici. On y va pièce par pièce, fait que c'est tout croche. Puis là, on décide que cette rue-là va devenir sens unique parce que sur le plateau, il y a trop de monde. Puis là, tu t'en vas chez vous, tu fais, je peux plus aller chez nous. Comment je vais? Tu ne sais pas comment aller chez vous. Puis là, tu crées une espèce de trafic. Puis là, tu crées des autos devant des maisons résidentielles qui n'avaient pas ces autos-là avant. Moi, j'ai entendu quelqu'un de la ville dire, oui, on va essayer ça. Puis si ça ne marche pas, on va réajuster. Non. Voyons, fais tes plans à ton bureau. Fais ton étude à ton bureau. Puis assure-toi que ça va marcher avant de le faire. Et moi, j'aime les villes. Je suis un passionné des villes. Comment ça se fait que Tokyo, où il y a 40 millions d'habitants, ça fonctionne? Mais parce que les gens sont dans... Tu sais, à Tokyo, tu parlais d'histoire, de culture tantôt, de tissu social. Il y a quelque chose qu'il y a là-bas, et même à Paris, en raison seulement de l'histoire. C'est quand même un peuple révolutionnaire qui est habitué de se déchirer la chemise. Là. Ouais. Mais être français, il y a à peu près plus personne qui se demande ce que ça veut dire. Il n'y a pas personne qui se demande ce que ça veut dire être français. Être montréalais, ça veut dire quoi, ça? Ça veut-tu dire être bilingue? Ça veut-tu dire aimer les bagels? Ça veut-tu dire aimer le vélo? Ça veut-tu dire... Ça veut surtout dire... C'est parce que si tu le sais pas, comment ça se fait? Comment tu fais pour construire quelque chose de beau? Mais je reviens sur quelque chose dont tu as parlé. Ça sert à ça, les podcasts. Être montréalais, j'en parle généralement quand je parle des acteurs, mais ça s'applique aux Montréalais. On est le seul peuple au monde qui est issu d'une culture riche française qu'on a appliquée dans une américanité. On est unique. Nos acteurs sont uniques. Ils ont l'efficacité des Américains avec le brio des acteurs français. Notre cuisine est comme ça. Nous, on boit du vin. On est vraiment quelque chose d'excessivement précieux et précis là, qui est d'être, évidemment, québécois, mais montréalais. Et ça, c'est vraiment riche. Vraiment, vraiment. Parce que ça n'existe nulle part ailleurs au monde. Mais ça, moi, j'aimerais être ce Montréalais dont je suis très fier dans une ville que j'ai pas honte de montrer à mes amis touristes qui viennent me visiter. Puis qui me disent... C'est ici que tu habites? Ben, pour vrai, là. Ils me disent, les rues sont donc bien maganées ici. Ah, ouais. Puis ils me disent cette phrase horrible. Je pensais que Montréal, c'était une ville riche. Alors, ils découvrent Montréal comme une ville pauvre. Puis je fais, ben oui, quand même. On fait partie des villes riches dans le monde. On fait pas partie des villes pauvres. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas ce qu'ils voient. Et moi, là, je suis tellement gêné que je les amène à Westmount, où je vois jamais. Que je les amène sur le bord du fleuve parce que c'est beau. Ouais.
je sais pas quoi faire. C'est ici que quand les Montréalais célèbrent, ils passent leur temps ici. C'est complètement Mais j'aimerais fou. tellement ça, être fier de ma ville, et je le suis pas présentement. On va s'arrêter sur une dernière question. OK. On va prendre la 40. On va reprendre la 55. Tu veux pas me ramener à Shawinigan? C'est quoi le côté de Shawinigan qui est encore en toi? Hey, pour vrai, là, puis je voudrais pas que les gens de Shawinigan le prennent mal, parce que je renie pas du tout d'où je viens, mais je pense rien. Je pense vraiment à rien. Je pense que je suis parti quand même tôt, mais j'ai encore beaucoup de famille là-bas, mais j'ai tellement embrassé Montréal quand j'ai découvert Montréal que j'ai tout fait pour devenir un petit Montréalais, puis j'ai l'accent de Montréal, moi. Je roule mes airs, j'ai vraiment l'accent de Montréal. Fait que sans enlever rien à Shawinigan, si tu me demandes, t'es quoi, toi, Serge? Moi, je suis un Montréalais qui est né à Shawinigan. Moi, je le sais, qu'est-ce qui te reste comme côté de Shawinigan? Tu es quelqu'un de chaleureux et tu as de l'écoute. Ouais. C'est peut-être pas un compliment qu'on te fait souvent, mais tu m'as dit tantôt que des fois, tu allais tu essayais d'organiser des entrevues, tu essayais de tenir des rencontres, puis que les gens étaient habitués à adopter la posture de l'entrevue, puis que toi, ce que tu cherches, c'est des conversations. C'est ce que tu fais avec Serge Apparis. Oui. Merci beaucoup, Serge Merci, Rémi. Merci d'avoir rendu possible cette rencontre improbable-là. J'ai pas dit ça à personne à date que j'ai reçu, mais c'est le meilleur épisode, je pense, que j'ai enregistré à date. Et là, il y a des gens qui vont être blessés. Ils n'auront vraiment pas à l'être. Moi, je suis ravi. C'est que je suis vraiment surpris. Moi, c'est quoi? Je suis même content que ces gens-là soient blessés. Hey, c'est pas vrai, c'est une blague. C'est une blague. Merci à vous d'avoir été là. Écoutez, si vous aimez le projet, partagez-le, commentez. Le bouche à oreille, c'est encore très efficace. Si vous voulez nous soutenir, il y a 2 options qui s'offrent à vous. Il y a Patreon, le lien dans la description. Pour une somme modique mensuelle, vous allez pouvoir écouter les épisodes d'avance et vous allez pouvoir accéder à du contenu exclusif pendant 3 mois. Sinon, plus simple, YouTube, il y a la petite option se joindre. Vous pesez là-dessus. Il y a des options qui s'offrent à vous. Sinon, on est là chaque mardi. Merci.